Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento Bonjour. del día 2020. La publicación Bonjour, incita merci de nous accompagner au lancement de la journée 2020, publication du BID, euh, le chemin vers une meilleure infrastructure en Amérique latine et dans la Caraïbe. Le président de la BID, Luis Alberto Moreno, va s'entretenir avec la ministre de l'économie et des finances du Pérou et Reina Cañas, présidente du groupe ICES du Costa Rica. Avant la conversation, Eric Parado et Agustina Guerro, gestionnaires de la banque, vont faire des commentaires d'introduction et nous aurons une présentation de l'ouvrage par quelques-uns des auteurs. La conversation aura lieu en espagnol, mais sera interprétée dans les autres langues officielles de la banque. Veuillez donc choisir la langue de votre préférence sur l'icône du monde que vous trouverez en bas de votre écran. Eric, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir de vous accompagner pour vous présenter les conclusions de l'édition 2020 de notre nouveau rapport sur le développement dans les Amériques intitulé Déstructuration des services, la meilleure voie vers l'infrastructure en Amérique latine et dans la Caraïbe. Comme vous le savez, nous avons une large tradition de ces ouvrages. La série a été publiée, son premier ouvrage a été publié en 2009 et son prédécesseur remonte au début des années 60. On a abordé des questions aussi diverses que le commerce international, les dépenses publiques, l'éducation, l'épargne et la tendre enfance. Cette série de publications fait partie de l'ADN de la BID. Les enquêteurs qui ont contribué à son succès au fil des années ont défini la pensée économique et avec leurs idées, elles ont laissé une trace indélébile dans la vie de millions de personnes. Au fur et à mesure, la banque a transformé ses idées en nouveaux programmes et en nouvelles opérations. Cette année, le département d'enquête a coordonné cet énorme effort avec le secteur d'infrastructure et d'énergie de la banque. Mais en outre, nous avons collaboré avec d'autres domaines de la BID, tels que les institutions pour le développement, les connaissances, l'innovation et la communication, le changement climatique et le développement durable, l'unité des PPP, BidLab et la vice-présidence des pays. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour remercier tous profondément pour leur contribution à cet effort. Je remercie particulièrement la vice-présidente Anne-Maria Rodriguez des secteurs et Agustina Guerre, gestionnaire du secteur d'infrastructure et d'énergie, pour son enthousiasme, qui a été un excellent partenaire, et l'équipe d'édition avec Thomas Saracine à sa tête, pour leur dévouement, et les auteurs et éditeurs Eduardo Cavallo, Andrew Powell, Thomas Severinsky pour l'excellent travail. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Suite à cette introduction, Agustin va intervenir rapidement et immédiatement après, Eduardo, Andy et Thomas feront la présentation de l'ouvrage. Et enfin, le président Moreno animera un débat avec la ministre de l'économie et des finances du Pérou, Maria Antonieta Alva, et Madame Irénée Cañas, présidente du groupe ICES du Costa Rica. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais faire quelques réflexions. Cette année, nous lançons l'ouvrage dans des circonstances de la pandémie qui a affecté tous les aspects de notre vie. Et précisément, c'est un travail important puisque nous nous focalisons sur l'infrastructure, un élément clé pour la croissance dans la région, et que nous considérons seront l'un des éléments fondamentaux de notre réouverture. L'ouvrage donne un diagnostic en profondeur de l'accès, la qualité et l'accès aux services d'infrastructure de la région, ainsi que des exemples de politiques de réglementation qui ont permis de réaliser des progrès dans l'apport de services, richesses de données inédites dans le secteur. Le contenu de la livre et ses arguments sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. Et ceci dû à deux raisons fondamentales. Tout d'abord, il est impossible de penser à une issue de la pandémie sans des services de qualité. Par exemple, il faut de l'hygiène, il faut de l'eau et de l'assainissement. Les hôpitaux exigent l'énergie pour fonctionner. Et en outre, sans transport sûr, les possibilités de contagion augmentent de manière exponentielle. Mais outre l'infrastructure, la réactivation des économies post-pandémie exigera davantage d'investissements dans les secteurs clés. L'infrastructure durable et de qualité est l'un de ces secteurs et avec ses effets multiplicateurs promeut la croissance et l'équité pour permettre un meilleur avenir pour toute la région. Je donne à présent la parole à Agustin Aguirre pour la continuation du programme. Merci beaucoup. Agustin, veuillez brancher votre microphone. Bonjour à tous. Merci Eric, je serai très bref.
je voudrais commencer par féliciter les auteurs internes et externes pour leur travail réalisé, qui nous laisse tout un trésor d'informations et de connaissances au service de la région. En outre, au sein de la banque, cela laisse une excellente génération de nouveaux enquêteurs en termes d'infrastructure. La première de la banque, de nombreuses divisions, de nombreux départements qui se sont assumés cette responsabilité. J'exprime ma reconnaissance et mes hommages. Ils sont indéfatigables et sont en train d'enquêter sur les 3 années à venir et ce sera encore une fois une enquête qui fera date. Dans cet ouvrage, nous avons cherché à imaginer un avenir vert, inclusif, durable que nous voulons élaborer, où nous allons convivre avec les consommateurs d'énergie, les véhicules électriques et autonomes qui ont des connexions numériques à chaque coin et dans chaque ménage, qui ont de l'eau et de bonne qualité, un monde qui nous permette de traiter des tonnes d'informations en des nanosecondes et prendre des décisions intelligentes. En 2030, donc, nous avons considéré ce qui se passait, les bonnes choses, nous avons débattu des problèmes et nous nous sommes demandé ce qui était advenu entre 2020 et 2030 pour parvenir à ce monde. Et voilà pourquoi, dans cet ouvrage, en réalité, ce que nous faisons, c'est que nous développons un programme de réforme sectorielle réglementaires et juridiques que nous verrons dans les pays et que la banque va accompagner. C'est un orgueil pour moi donc de vous présenter cette recherche basée sur les questions d'infrastructure, la première en 60 ans. Et à des moments où nous vivons tous enfermés chez nous, en nous communiquant par le monde, par nos écrans, en réfléchissant à la tragédie quotidienne des populations de l'Amérique latine, cet ouvrage est une fenêtre vers l'avenir que nous méritons et que nous voulons faire transformer en réalité. Je vais maintenant donner la parole au présentateur du travail en tant que tel. Eduardo, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Agustin. Je m'appelle Eduardo Cavallo. Je suis l'un des coéditeurs de la journée 2020 et je vais vous présenter cette présentation. Et Andrew Powell et Thomas Siberiski feront la deuxième partie de celle-ci. Le 31 décembre 2019, tous, nous avons levé nos verres et nous sommes souhaités une bonne année. Comme chaque année, nous attendions le meilleur pour 2020. Mais quelque chose n'a pas bien fonctionné. Quelque chose que l'on n'aurait pas pu prévoir a fait éruption dans nos vies. La pandémie de la COVID-19 nous a poussé à un présent basé sur les dystopies des films ou des romans, comme si un avenir que l'on aurait pu craindre était devenu réalité tout à coup. Aux auteurs de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, le 31 décembre, nous étions en train de mettre un point final à une enquête de 3 années sur l'avenir des services d'eau, d'énergie et de transport. Nous avons analysé son évolution et nous avons projeté des scénarios pour définir un cours d'action. L'avenir peut s'ouvrir dans des sens différents, certains que nous voudrions rechercher et d'autres qui sont moins désirables. La pandémie n'a fait que renforcer nos conclusions. Au-delà de l'impondérable, nous pouvons prévoir comment tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Ce qui est clair, c'est que lorsque nous réfléchissons aux politiques et à la voie à réserver à l'infrastructure à l'avenir, nous devons changer d'approche. Nous ne devons plus penser uniquement aux infrastructures, aux aspects basés sur le béton et l'acier, et penser davantage et mettre en premier les services dont bénéficient les personnes et les entreprises. La situation actuelle des services d'eau, d'énergie et de transport répond toujours à l'effort accumulé au cours des années précédentes. La région, aujourd'hui, se porte mieux qu'il y a des décennies. Pour certains aspects, nous avons réalisé bien des progrès. À titre d'exemple, l'accès à l'énergie électrique est aujourd'hui pratiquement universel. Au cours des 10 dernières années, on a énormément travaillé pour rallier la population rurale au réseau électrique. L'accès aux autres services s'est amélioré également. Mais parfois, lorsque nous parlons d'accès, nous utilisons des normes qui sont inacceptables dans bien des cas. Par exemple, 86% de la population rurale a un accès amélioré à l'eau
à l'eau. Mais un accès amélioré veut dire que le robinet peut être à 15 minutes à pied du foyer. En une époque de pandémie, considérons ce qu'il en est. C'est tout à fait irraisonnable de demander de parcourir une distance telle lorsqu'il faut laver les mains, alors que se laver les mains est une action sanitaire d'importance vitale. Avec des normes plus exigeantes, telles qu'avoir accès à l'eau courante chez soi, l'accès de la population rurale se voit réduit de 86 à 55 pour cent. Par ailleurs, la qualité des services de base continue de mal se porter. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que l'accès aux services de base augmente. Dans la région, souvent, il y a des pannes électriques. L'eau sort trouble et les autobus sont en panne. Et il y a des problèmes dans les rues, ni de poules dans les rues. Les services sont très onéreux. Les tarifs d'électricité et de l'eau que nous payons sont les plus élevés pour toutes les régions en développement. Les familles à faible revenu de notre région dépensent 14% de leurs revenus en eau, électricité et transport. Ceci contre 10% pour l'Asie émergente. L'accès, donc, est fondamental, puisqu'un service onéreux exclut les plus vulnérables. Par exemple, 40% des plus pauvres doivent se déplacer à pied pour faire le principal trajet de leur journée. Ce pourcentage se réduit jusqu'à 10% pour les plus riches. Ce ne serait pas une mauvaise chose si l'on se promenait à pied par choix, mais il est vraisemblable que dans la plupart des cas, tel n'est pas le cas. Les mauvais services ne font qu'aggraver l'iniquité, ce qui est sérieux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les personnes à faible revenu reçoivent de pires services et souvent payent davantage. Les services n'apportent pas les mêmes opportunités et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, ils ne font qu'accroître l'iniquité. Nous vivons un présent perturbé par la pandémie de la COVID-19, mais pas uniquement par la pandémie. Les catastrophes naturelles et le changement climatique affectent également l'offre de services de base. Notre planète se réchauffe et en réaction à des symptômes qui étaient inconnus jusqu'il y a peu. En 2014, une vague de chaud à Rio a provoqué une demande d'électricité qui a battu tous les records et qui a provoqué des problèmes massifs électriques. En 2019, l'ouragan Dorian a dévasté des parties des Bahamas. Les aéroports de Grand Bahama et Marsh Harbour sont restés sous eau. Les routes inondées ont fait obstacle aux efforts de sauvetage. Les eaux des puits ont été contaminées. Il y a eu des pannes électriques dans de nombreuses îles. Nous aimerions penser que l'ouragan Dorian était peu typique, mais nous pensons que tel n'est plus le cas. L'évolution des catastrophes naturelles dans la région nous indique qu'ils sont devenus 3 fois plus fréquents depuis les années 70 et les dégâts qu'ils provoquent ont été multipliés par 14. Vu les tendances actuelles, en 2040, 43% de la région vivra dans, dans des zones qui manqueront d'eau. Nous devons nous adapter au changement en cours et faire partie de la lutte contre le changement climatique. La révolution numérique qui a transformé de nombreux secteurs de l'économie ouvre également de nouvelles possibilités pour les services d'eau, d'énergie et de transport. À titre d'exemple, les consommateurs d'énergie électrique peuvent également générer cette électricité et la stocker eux-mêmes. Ils deviennent donc des consommateurs qui sont en même temps producteurs. Toutefois, peu de systèmes de la région sont préparés à gérer ces personnes qui sont à la fois producteurs et consommateurs. Nous devons nous préparer pour tirer parti de la transformation qui est déjà en cours. Nous devons faire en sorte que la numérisation soit une force égalisatrice et qu'elle ne contribue pas à accroître l'iniquité dans la région. La connectivité numérique va faciliter l'accès et l'usage des autres services et deviendra donc un service de base à titre propre. Et nous devons donc
aspirer à universaliser cette connectivité dans les laps de temps les plus brefs possibles, ce qui veut dire que la connexion doit être accessible, mais également que les personnes aient l'éducation numérique suffisante pour tirer parti des opportunités de leur connexion à l'infrastructure numérique. Merci Eduardo. Je voudrais souligner que nous sommes euh, à la pointe d'une nouvelle révolution technologique qui va changer la véritable nature des services en énergie, transport et eau. Vu que nous- nous avons développé des scénarios pour anticiper les avenirs possibles et définir les politiques qui doivent nous orienter à partir du présent. En énergie, il y a deux tendances cruciales qui se présentent: la décentralisation de la production et la numérisation de la consommation. La décentralisation est un changement que l'on ne peut arrêter. Vu la réduction des coûts, les industries qui génèrent leur propre énergie auront une croissance et la quantité des foyers avec des panneaux solaires connaît une croissance rapide. En outre, en 2018, le coût du stockage en batterie était 7 fois moindre qu'il ne l'était en 2010. Ces changements vont apporter d'énormes avantages, mais également, comme Eduardo l'a dit, ils présentent certains défis et nous devons réfléchir avec soin à la conception de l'administration du réseau électrique et l'électrification des foyers. La numérisation va redéfinir la manière dont nous consommons l'électricité, puisqu'elle peut faciliter des réponses immédiates et sans coût face au changement des prix. Et il est déjà prévisible d'avoir des outils tels que l'apprentissage par machine pour optimiser l'utilisation du réseau en réduisant les coûts d'entretien et d'investissement. Ces différentes variables peuvent nous mener à un avenir recherché, mais également peut nous permettre de faire face à un avenir qui présente davantage de caractéristiques de dystopie, où avec les foyers à revenus plus élevés sont déconnectés du réseau et le système est donc non financé, mettant à risque son entretien et il perd alors sa nature solidaire et devient régressif. Pour revenir à un avenir recherché où nous devons adopter des politiques volontaristes. Par exemple, nous devons repenser la réglementation pour encourager davantage de concurrence et adapter nos façons de financer les réseaux. Passons maintenant au secteur du transport. Quatre tendances convergentes vont transformer la façon dont nous nous déplaçons: l'automatisation et la connexité, l'électrification et l'usage partagé. Le covoiturage est devenu une réalité. En 2018, Uber était présent dans 230 villes de la région avec 30 millions d'usagers et 1 million de conducteurs. Tous ces chiffres sont plus importantes que celles de l'Amérique du Nord. L'adoption de véhicules électriques augmente également au fur et à mesure où leur prix diminue alors que se réduise le coût des batteries. En 2025, les voitures électriques coûteront la même chose ou moins que les voitures qui consomment de l'essence. La, l'évolution du transport va également équilibrer le système. Les études montrent que l'usage dans les voitures personnelles représenterait une économie de 3 000 dollars annuels pour le foyer moyen de la région, ce qui représente 17% de leur revenu annuel. Cette révolution peut apporter d'énormes avantages et inverser des tendances négatives actuelles. Ces dernières années, la motorisation a augmenté rapidement dans la région, une région où se trouvent 4 des 10 villes les plus encombrées du monde. De plus, l'arrivée d'entreprises de covoiturage a entraîné une baisse dans l'utilisation des transports publics et une augmentation des embouteillages. Une des conséquences possibles de ces changements est l'expansion géographique des villes, le déplacement des familles à bas revenus à des zones plus reculées. Les politiques actives peuvent empêcher ce scénario catastrophe. Nous devons investir davantage dans les transports publics, améliorer la productivité, la qualité, et réglementer également l'utilisation de ces services.
Il faut également encourager la mobilité douce, l'utilisation du vélo, par exemple. Avec de bonnes politiques, nous pouvons nous diriger vers un avenir plus attrayant, avec moins d'accidents, avec moins d'embouteillages et un air plus pur. La révolution technologique peut également avoir des effets positifs sur les services de l'eau et de l'assainissement. Dû à un manque d'efficience aujourd'hui, on extrait plus d'eau qu'il n'est nécessaire. En raison des fuites et des ruptures, 40% de l'eau produite est perdue. Une meilleure réglementation, l'adoption de technologies adéquates permettrait d'éviter ces pertes qui coûtent 8 milliards de dollars par année, soit la moitié de ce qui est investi annuellement dans les infrastructures d'eau et d'assainissement dans la région. Le modèle traditionnel consistait à construire des infrastructures et consommer de l'énergie pour faire en sorte que l'eau atteigne les lieux éloignés. Mais aujourd'hui, la technologie se fait de manière intégrée et avec un système plus circulaire et plus intelligent qui recycle davantage d'eau, qui utilise des technologies, des infrastructures vertes, avec des politiques actives qui prennent en compte les opportunités représentées par ces nouvelles technologies. On peut augmenter significativement la qualité de nos services. Pour éviter les effets néfastes, il faut travailler d'arrache-pied. Une proposition clé de ce livre est de changer d'optique. Lorsqu'on parle d'eau, d'assainissement, d'énergie et de transport, les spécialistes et les responsables des politiques sont programmés pour réfléchir aux structures, à des structures en dur, en acier, en fer, par exemple, centrales électriques avec câbles à haute tension, chemins de fer, stations de traitement des eaux, etc. Ces infrastructures coûtent des millions et c'est quelque chose qui donne toujours une certaine reconnaissance, une gratification. Mais nous devons combler le fossé qui existe. Certes, il faut construire des infrastructures, mais il faut réfléchir à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie, au transport comme étant des services, parce que les structures ne seront que le point de départ. L'eau qui sort de notre robinet, la lumière qui s'allume lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, ce sont des services. Il faut réfléchir à cela en tant que service. Et la manière dont la route est construite ne nous importe peu. Le matériau des canalisations qui amènent l'eau dans notre domicile ne nous importe peu. Ce que nous souhaitons, c'est euh, que l'eau coule lorsque l'on ouvre le robinet et qu'il y ait assez de pression. Comprendre ces services comme étant des compartiments étanches serait une erreur parce qu'il y a une relation symbiotique entre eux. Aujourd'hui, c'est surtout sur les structures qu'on a porté notre attention et pas sur les services. Mais il faut changer notre optique et observer les choses du point de vue de l'utilisateur. Parce que les services ne dépendent pas seulement de travaux, de pelleteuses et d'acier. Ces services dépendent également de l'efficacité des entreprises qui les fournissent, des prix, de la maintenance et surtout, et de plus en plus, dépendent du comportement des utilisateurs. Les services ne vont pas s'améliorer d'eux-mêmes. Au cours de la dernière décennie, nous n'avons investi que 2,8% du PIB, c'est-à-dire la moitié par rapport à l'Asie. Les investissements dans les infrastructures se multiplient. Chaque dollar supplémentaire peut générer jusqu'à 2 dollars de PIB supplémentaire. Et c'est quelque chose d'essentiel pour la reprise économique post-Covid. L'effort d'investissement doit inclure davantage d'investissements publics, mais il sera fondamental également de stimuler l'investissement privé. L'Amérique latine et les Caraïbes doivent investir davantage. La voie à suivre est de rassembler les acteurs disposant d'un capital sur le long terme. Si nous attirons 5% du portefeuille des investisseurs institutionnels, nous pouvons déjà doubler les investissements privés pour atteindre des sommes élevées. Pour ce faire, nous devons perfectionner les instruments financiers. Les banques commerciales, par exemple, pourraient financer les premières étapes des projets et ensuite passer le relais aux investisseurs institutionnels. Cela permettrait de libérer ces fonds pour bâtir de nouvelles infrastructures.
De plus, nous devons mieux investir. Pour ce faire, il faut s'acquitter d'une double tâche. Tout d'abord, planifier pour choisir les meilleurs projets, ceux qui ont le plus grand impact économique et qui sont durables. Après l'étape planification, il faut les mettre en œuvre correctement. Cela nécessite d'investir et de contrôler les dépassements des coûts et les retards. Nous devons également accroître l'efficacité des investissements publics. Pour chaque dollar que nous investissons, nous perdons 35 centimes à cause de projets qui sont mal conçus et à des retards aussi à cause de la corruption. Il est également fondamental d'investir dans la maintenance. Notre, euh, notre parti pris, pour l'instant, nous a emmené à construire de nouvelles structures, mais dans de nombreux cas, il suffit d'améliorer la maintenance des structures existantes. Tous les scénarios devant nous ont quelque chose en commun. Ils reconnaissent le changement climatique et agissent en conséquence. Ils le font par l'atténuation, l'adaptation, faisant appel aux infrastructures naturelles. La voie à suivre est claire, mais nous devons l'emprunter sans plus tarder, car le temps presse et il n'est pas en notre faveur. Par atténuation, nous entendons le passage de notre économie actuelle à une économie sans émissions nettes de gaz à effet de serre. Parmi les spécialistes, il y a un consensus sur 4 piliers pour cette approche. 1. Produire de l'électricité à partir de sources renouvelables. 2. Électrifier massivement les activités industrielles et résidentielles. 3. Augmenter l'utilisation des transports publics et de la mobilité douce. 4. Reforester et restaurer les écosystèmes à forte absorption de carbone. Avancer sur ces 4 piliers est faisable. La réduction des coûts des énergies renouvelables a dépassé toutes les prévisions. Les prix vont continuer à baisser à un rythme croissant. Aujourd'hui, il est moins cher de produire de l'énergie solaire ou éolienne que d'utiliser des hydrocarbures dans beaucoup d'endroits de notre région. Le coût principal auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le coût de la transition vers cette nouvelle économie. Nous devons également adapter les infrastructures existantes pour les rendre résilientes. Cela signifie un investissement supplémentaire, mais il est rentable. Construire de telles infrastructures, par exemple surélever les routes, est quelque chose qui coûte en moyenne 5% de plus. Ce coût supplémentaire est compensé par la baisse des coûts d'entretien et de réparation et cela permet également d'éviter un impact économique négatif. Bien sûr, 5%, c'est un montant important, mais il faut comparer cela au pourcentage de 35% que nous perdons en investissant mal. Nous devons améliorer les services. Pour ce faire, il faut travailler sur l'efficacité de la gestion des entreprises qui fournissent ces services. La réglementation est un aspect clé pour le pire ou pour le meilleur. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a beaucoup d'exemples de populations qui vivent dans des zones reculées. Par exemple, dans notre région, nous avons besoin de 25% de pilotes supplémentaires pour le même nombre de vols qu'aux États-Unis. Cette différence n'est pas due à des raisons de sécurité et elle affecte la productivité des compagnies aériennes. Les billets sont de plus en plus chers. D'autres types de réglementations obligent les camions à revenir vides une fois qu'ils ont effectué leur livraison, ce qui génère des impacts négatifs. La technologie est en train de modifier le marché des services. Aujourd'hui, beaucoup de services qui sont fournis par des entreprises monopolistiques sont réglementés dans chaque secteur. Le prix et la qualité en ont pâti. La révolution numérique est en train de créer de nouveaux fournisseurs plus concurrentiels avec de nouvelles interconnexions, ce qui brouille les frontières. Par exemple, qui doit réglementer le transport électrique avec des véhicules qui peuvent renvoyer l'énergie supplémentaire dans le réseau? Les choses se reconfigurent et nous devons repenser à la réglementation. Comment tirer profit des innovations technologiques qui représentent un défi? Cette nouvelle ère appelle à une nouvelle forme de réglementation.
Il est facile d'ignorer l'importance de la réglementation, mais cela se traduit en des occasions manquées, parce que l'amélioration des services peut apporter de grands avantages aux économies, peut être un facteur déterminant pour le développement de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ce livre montre que de petites améliorations dans l'efficacité des services, par exemple grâce à une meilleure numérisation, peut entraîner une croissance allant jusqu'à 3,5 points de pourcentage sur 10 ans. Cela représente 200 milliards de dollars supplémentaires ajoutés à l'économie d'ici 2030. Les services de base vont ainsi s'améliorer et cela bénéficiera surtout aux personnes les plus pauvres. Mais pour tirer tout bénéfice, pour que les plus pauvres surtout en tirent tout bénéfice, il faut euh, prendre des mesures parce que les prix ne vont pas baisser d'eux-mêmes. Les entreprises laissées à leur bonne volonté captureraient l'ensemble des investissements et il faut par contre que cela se reflète dans des prix moins élevés pour les consommateurs, sinon les plus pauvres n'en tireront pas bénéfice. Tout cela est fondamental pour la croissance et l'inclusion. Ces recommandations sont traitées en détail dans le livre que nous présentons aujourd'hui. Des structures au service est une source pleine de données, d'informations et d'analyses. C'est également un point de vue panoramique qui nous permet d'élargir notre vision des services. Bien sûr, notre présent est régi par la pandémie du Covid-19, mais également il y a deux forces à l'œuvre actuellement, le changement climatique et la révolution technologique. Ce livre présente des scénarios pour l'eau, l'énergie et les transports. Certains de ces scénarios semblent être des scénarios catastrophes, d'autres regorgent d'opportunités et sont tout à fait souhaitables. Avec ce point de recul, nous pouvons voir les voies qui s'offrent à nous de manière plus claire. Une de ces voies mène à des services durables de qualité. Nous espérons que vous allez pouvoir consulter cet ouvrage, que vous le trouverez utile et qu'il va informer vos décisions politiques. Vous pouvez télécharger le livre et tous les documents que nous avons utilisés pour notre présentation sur le site de la journée 2020 DIA 2020 infrastructure. Merci beaucoup, Thomas. Félicitations également à Eduardo et à toute l'équipe pour cet effort que vous avez réalisé et qui a englobé l'ensemble de la banque. Je vous remercie pour la présentation que vous venez de nous donner sur ce thème central parce que lorsqu'on pense à la croissance, il n'y a aucun doute que ce sont les investissements qui vont être le moteur de cette croissance et qui ont un effet multiplicateur. Donc, dans ce sens, c'est un véritable privilège pour moi aujourd'hui d'avoir avec nous la ministre de l'économie et des finances du Pérou, Marie-Antoinette Alva, qui nous rejoint. Je vais commencer en donnant la parole à Madame la ministre. J'aimerais dire qu'elle a dû surmonter beaucoup de défis à une époque très difficile dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Elle a été en charge du budget et elle a déclenché des investissements très importants, en particulier en ce temps de pandémie qui a frappé très durement le Pérou. En réfléchissant à la stratégie de sortie de crise, la stratégie de reprise et le retour à la croissance et à la création d'emplois, j'aimerais savoir ce qu'il en est de l'infrastructure des pays d'Amérique latine qui sont durement frappés par cette pandémie comme l'est le Pérou. Madame la ministre, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. Au Pérou, du point de vue économique, nous avons été un pays qui n'a pas été trop affecté par la pandémie parce que nous avons pris des mesures très strictes dès le début, en mars.
Par exemple, nous avions un taux d'environ 3 points et nous connaissions des problèmes structurels dans notre société qui nous ont poussés à prendre des mesures très strictes de d'isolement, de confinement et donc les chiffres pour avril, mai ont été plutôt positifs. L'économie fonctionne à 44 pour ces 3 mois. Quel est notre point de vue sur cette question de la reprise? Alors, nous avons 3 lignes claires. Tout d'abord, la protection des personnes les plus vulnérables. Beaucoup de personnes au Pérou travaillent dans l'économie informelle et bien sûr, il y a des problèmes structurels liés à ces groupes vulnérables. La question des transports publics, par exemple, est un problème. C'est un des grands vecteurs de contagion. Les marchés, les banques également ont été des espaces de contagion. Et les transports publics, en tout cas, constituent l'un des défis les plus importants que nous avons face à nous. La deuxième ligne d'intervention, c'est celle de la création d'emplois. Je crois que la meilleure manière d'avancer, c'est de lutter contre cela. Donc, nous avons d'abord investissement public en tant que source créatrice d'emplois, ce qui permet également de combler les brèches, et ensuite investissement privé. L'investissement privé est fondamental pour nous pour créer des emplois, pour combler ces brèches, et je crois qu'il y a 2 ou 3 fossés fondamentaux qu'il convient de combler. J'ai parlé des transports publics. Et je crois que si nous n'arrivons pas à dompter ce problème, alors c'est quelque chose qui va générer des coûts importants et des coûts qui vont être subis surtout par les ménages les plus vulnérables et les plus pauvres. Cette nouvelle normalité va également nécessiter une meilleure connectivité. Je pense à Internet, bien sûr. Il y a des citoyens qui ne disposent pas des compétences numériques nécessaires, d'autres qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Donc, nous avons des lacunes numériques à combler. Pour la stratégie de reprise, avec le soutien de la BID, nous avons adopté un plan national d'infrastructure avec différents projets pour 100 milliards de dollars. Il convient maintenant d'insuffler une rapidité à l'exécution de ce plan et nous sommes en train de migrer cela pour combler les lacunes en matière d'éducation, par exemple. Nous avons un type de contrat gouvernement-gouvernement que nous utilisons dans le secteur de l'éducation et nous utilisons ces nouvelles modalités pour répondre aux problèmes auxquels font face beaucoup des pays de notre région. Nous avons le couloir minier qui est un couloir stratégique pour notre économie, mais qui représente également beaucoup de défis et de conflits sociaux. Et je pense donc que l'un des problèmes que nous avons au Pérou, c'est que des activités telles que l'activité minière nous a donné beaucoup de revenus, mais vu les problèmes que nous avons en matière d'investissement public, ces revenus n'ont pas mené à une amélioration de la qualité de la vie des personnes. Donc, l'un des grands défis que nous avons, c'est la croissance et l'accès au Pérou, et donc nous assurer, surtout dans les villes où il y a des inéquités structurelles, de combler les brèches de manière plus durable. Et nous avons donc cherché à développer un projet pour la zone du couloir minier et d'autres zones dans 9 territoires du Pérou, en fait, où rapidement l'on pourra combler certaines lacunes. Et c'est fondamental qu'au Pérou, nous puissions résoudre ces conflits sociaux qui existent autour des investissements privés. Et pour moi, la clé, c'est de combler les lacunes en matière d'infrastructure dans ces zones. Et pour le Pérou, donc, nous allons essayer de chercher à résoudre rapidement ces questions.
Merci, Madame la Ministre. Accélération donc des processus de numérisation avec l'accès à la large bande. Et tout ce que vous avez fait, c'était impressionnant de voir les travaux faits par les Panaméricains et pour toute la question de santé et la connectivité dans les zones de minières. Ce sont des milliards de dollars de revenus miniers qui vont venir au Pérou. Je vais donner la parole à Irène. Et parlant de tout ce que vous avez fait en matière de changement climatique, il ne fait aucun doute qu'on a progressé en matière de décarbonisation. Et c'est admirable. Et de fait, comme le dit notre propre l'avenir de la génération électrique peut être à 100% renouvelable. Et à cet égard, le Costa Rica a progressé énormément. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, Irène, de ce que vous faites dans l'électromobilité, de promouvoir l'électrification de différents processus industriels. Et enfin, ce que vous pensez pour l'avenir. Et donc, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir que de partager avec vous. L'étude me semble très intéressante et vient à un moment tout à fait opportun. Au Costa Rica, nous avons beaucoup progressé en matière d'énergie renouvelable au cours de ces dernières années. Nous sommes parvenus, dans différents cas, à générer 100%, 100% de notre énergie était renouvelable, a été générée à partir de sources renouvelables pour des périodes de 200 250 jours. Et en matière de décarbonisation, nous devrons nous focaliser sur les autres secteurs qui sont les principaux responsables de notre empreinte carbone, le secteur transport et le secteur industrie. Le secteur transport, le l'ICE a joué un rôle important et nous avons décidé d'être promoteurs du transport électrique. Et qu'avons-nous fait à cet égard? Eh bien, nous nous sommes coordonnés avec le ministère de l'Environnement et de l'Énergie et les autres entreprises distributrices d'électricité pour garantir un certain niveau de charge dans tout le pays. Ça, c'est la première étape, pouvoir faciliter que les personnes ou les entreprises qui acquièrent des véhicules électriques puissent être certains qu'ils auront des centres où ils peuvent charger leur véhicule, des centres pour charger leur véhicule de manière rapide ou lente partout dans le pays. Une autre étape que nous avons réalisée, et nous l'avons fait dans le cadre d'une avec l'appui de la BID, nous avons acquis 100 véhicules. Nous avons décidé de déplacer 100 véhicules à combustion interne et de les remplacer par des véhicules électriques. Des véhicules auxquels nous voulons donner une image de marque, une marque visible pour que les gens sachent, comprennent que ces véhicules, ce sont des véhicules électriques et avec une électricité renouvelable. La journée où nous avons lancé ces 100 véhicules électriques, nous avons essayé d'aider à mettre fin à certains mythes. Ce lancement était donc très particulier. Nous avons choisi plusieurs destinations dans le pays et en direct, nous avons mis des caméras pour transmettre des trajets depuis San José vers différentes provinces du pays, Guanacaste, Limón, Punta Arenas, etc. Et nous avons également fait un trajet particulier. J'ai transporté le président et la première dame dans l'un des véhicules électriques depuis l'ICE jusqu'à la résidence présidentielle. C'est moi qui conduisais le véhicule et en route, nous transmettions en direct des questions qu'il y a sur le transport électrique. Donc, pour répondre à certaines questions, c'était une expérience qui nous a enrichis et en outre, nous avons essayé donc de donner un ton plus sympathique, de le rendre plus familier. Nous avons fait un carpool karaoké, nous avons chanté tous les trois dans l'automobile et donc c'était une façon de faire en sorte que les gens puissent perdre leur crainte des véhicules électriques. Nous avons également fait un effort de nous rapprocher des fabricants de véhicules électriques parce que se passe-t-il au Costa Rica? Je pense que nous sommes parvenus à mettre fin à certains mythes et nous avons une loi qui permet de créer des incitations fiscales et qui permet de compenser le coût d'un véhicule et pour le rendre le coût d'un véhicule
électrique comparable au coût d'un véhicule qui utilise des combustibles fossiles. Mais bien sûr, le véhicule électrique coûte moins cher à l'entretien au mois par mois par rapport aux véhicules qui consomment des combustibles fossiles. Il y a davantage d'intérêt donc dans la population, mais nous n'avons que peu d'offres au Costa Rica. Il y a peu de modèles, il y a peu de marques de véhicules électriques. On peut nous considérer un petit pays, un petit marché, ce qui est l'un des obstacles. Nous devons donc continuer à développer l'infrastructure des centres pour charger ces véhicules, pour rassurer la population. Le Costa Rica, nous espérons, après la pandémie, deviendra à nouveau un pays attrayant du point de vue touristique. Nous avons été, sur le plan historique, un pays de tourisme et connu pour sa durabilité. C'est un pays renouvelable en termes de sources d'énergie. Et nous pensons donc que les véhicules, donc des locations de voitures doivent être électriques. Le touriste donc doit avoir la certitude que s'il loue un véhicule électrique, l'infrastructure existera pour lui permettre de charger ce véhicule partout dans le pays. Et ceci, nous l'avons coordonné avec les hôtels, avec les parcs nationaux, pour garantir que nous ayons en place cette infrastructure. Du côté industriel, nous avons travaillé également pour des machines électriques, des chaudières électriques qui nous poussent donc vers une utilisation moins lourde de combustibles fossiles pour pousser le secteur industriel à prendre la décision de laisser de côté une chaudière qui utilise des combustibles carbone vers une chaudière électrique. Et pour parvenir à cette décarbonisation de l'économie, nous devons assurer une coordination entre le secteur public, le secteur privé et les différents secteurs de l'économie. Et donc, il reste un chemin à parcourir, mais c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Irène. Madame la ministre, Maria-Antonietta, une question qui ressort du rapport, et on le voyait dans la présentation de Thomas. Comment améliorer l'efficacité des dépenses? Là, c'est un problème en Amérique latine, mais on voyait les inefficiences dans le cas de l'infrastructure. Ceci est lié au manque de planification ou d'encadrement des projets, et particulièrement dans l'exécution des projets. À la BID, nous avons travaillé sur ces questions avec le Pérou, mais Madame la ministre, comment pense-t-on améliorer tout ce cycle d'investissement en infrastructure qui, sans aucun doute, nous allons connaître des époques où nous ferons moins avec davantage et focaliser sur le type d'investissement. Mais il s'agit de multiplicateurs. Donc, il faut investir dans ces secteurs d'infrastructure. Oui, ce qui a été fondamental, je pense, l'un des grands axes pour nous. Effectivement, nous avions des problèmes en matière de qualité des dépenses publiques de manière générale. Mais je pense que la voie sur laquelle nous sommes engagés a été la bonne voie. Nous avons approuvé un plan national d'infrastructure développé sur base de, normes internationales en termes de planification. Et pour établir nos priorités, nous avons 52 projets d'environ 1 milliard de sols. Ce plan a été fait avec un plan consensuel où nous avons écouté le secteur public, le secteur privé, le monde universitaire. C'est un plan qui recueille donc les projets qui vont contribuer et permettre au Pérou de faire un bond en avant en termes de développement. Et donc, nous avons partagé cette situation de consensus avec les différentes parties prenantes politiques, ce qui donne davantage de possibilités aux investisseurs sur les options du pays. Et pour nous, cela a été fondamental. Nous, comme nombre de pays de la région, nous avons souffert de la corruption. Nous avions, dans le secteur de la construction, particulièrement beaucoup de corruption. Et donc, nous avons un énorme défi lorsqu'il s'agit d'extirper la corruption dans les œuvres publiques, dans les travaux publics. Donc, définir ces projets, définir une route technique dès la conception. Nombre des projets remis en cause au jour d'aujourd'hui dans les cas de la corruption, on remet en cause également non seulement leur durabilité technique, mais si ces projets ont vraiment été développés en faveur du pays.
Donc, on a donc ce nouveau consensus national qui a défini les œuvres techniques, comment prioriser les projets. Et c'est une énorme indication de nos efforts de lutte contre la corruption. Un point où nous devons être tout à fait transparents. En tant que pays, nous n'avions pas consacré suffisamment d'attention aux catastrophes naturelles. Nous avons eu le phénomène El Niño qui, il y a 2 ans, a provoqué des conséquences très sérieuses aux services publics. Et récemment, grâce au programme de travaux, de grands travaux publics, nous avons réentamé la reconstruction. Et outre ce programme d'infrastructure, nous avons également des espaces d'amélioration de nos systèmes d'associations publiques et privées. C'est fondamental, par exemple, dans les travaux publics, nous sommes en train de réviser le cadre juridique d'octroi de contrat. Nous avons eu certaines idées, par exemple, d'introduire ces modalités de travail du gouvernement à gouvernement, qui au jour d'aujourd'hui est l'exception plutôt que la règle, mais pour améliorer la qualité des dépenses, notamment dans les travaux publics, nous allons chercher à améliorer les marchés publics, qui est un cadre qui, malgré tous les cadenas, a permis, enfin, malgré tous les cadenas, il y a beaucoup de corruption dans le pays. Donc, dans la passation de marché des travaux publics, c'est fondamental pour nous aujourd'hui. Et dans quelques mois, nous allons présenter une proposition, un projet de loi qui reformule l'octroi de ces contrats. Merci, Madame la Ministre. Irène, je voulais vous poser une question. Vous avez beaucoup progressé à l'ICE pour ce qui est de l'usage des technologies pour améliorer la production et la consommation d'électricité. Et vous l'avez fait en utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser le maintien des réseaux. Nous savons que les pertes typiques sont soit dues à l'entretien des réseaux ou directement avec les usagers. Comment enseigner aux usagers à mieux utiliser leur énergie? Et je sais que vous avez combiné ceci avec l'apprentissage par machine. Parlez-nous de ces aspects technologiques. Vous avez également développé certains processus où le Costa Rica a énormément d'entreprises très intéressantes. Oui, nous avons, depuis plusieurs années, réalisé ces transformations à des réseaux intelligents. Et la pandémie nous a poussé à accélérer ces efforts pour faire en sorte que ces transformations vers la numérisation se fassent encore plus rapidement, pour avoir également notre propre réseau avec une gestion plus intelligente. En ce moment de COVID, les progrès que nous avions déjà réalisés dans ces réseaux intelligents et ces systèmes de mesure intelligents nous a permis de réaliser des progrès, d'être plus intelligents. Et cela nous a permis d'avoir davantage de contrôle des pertes techniques et non techniques. Mais une chose à laquelle on ne pense peut-être pas nécessairement, l'un des plus grands avantages que nous avons obtenus au cours de la pandémie, c'est que les systèmes de mesure intelligents nous ont permis de mieux comprendre la situation de nos consommateurs et de nos clients. Cela a été très important, la coordination que nous avons eue avec d'autres institutions de l'État pour collaborer pour le suivi à la pandémie. Les systèmes de mesure intelligents nous permettent de savoir où se trouvent nos clients et à faire le lien en termes de conditions socio-économiques de ce client et pouvoir, par exemple, utiliser les banques de données du ministère de l'Enseignement, du ministère de la Santé et de notre Institut d'aide sociale, ce qui nous aide à focaliser tout ce que nous devons faire pour réduire
nos niveaux de pauvreté et de pauvreté extrême, qui sont plus vulnérables vu la pandémie. Et donc, le fait de pouvoir entamer tous ces travaux en matière de réseaux intelligents, nous tirons les fruits de cet investissement, non seulement en matière d'électricité, mais au-delà de l'électricité pure, mais en considérant les besoins et l'interconnexion avec d'autres secteurs. Nous avons eu plusieurs projets pilotes que nous avons fait avec des aqueducs et des tuyauteries où nos systèmes de mesure intelligents, nos capteurs intelligents, non seulement enregistrent la consommation d'électricité, mais également d'eau. Et avec les aqueducs et les tuyauteries, nous cherchons à voir comment nous pouvons faciliter le suivi pour collaborer en matière de fuite et de perte dans les aqueducs. Et il me semble que cet investissement doit être, nous devons en tirer parti au mieux et travailler au-delà du secteur électrique. Et donc, nous découvrons véritablement tous les avantages que peuvent nous apporter ces transformations que nous avons entamées. Et en outre, cela nous pousse à aller plus rapidement dans l'installation dans tout le pays en matière de capteurs et de réseaux intelligents. Merci beaucoup. Le temps s'achève, mais je voulais vous remercier particulièrement la ministre Maria Antonietta Alba de son temps, ainsi que la gestionnaire de l'ICE, Irénée Cagnas, de nous accompagner au jour d'aujourd'hui et vous dire que ce rapport, comme nous le disait Thomas, vous le trouverez sur Internet. Tous ceux qui veulent y avoir accès, je pense que c'est un travail qui va énormément aider à informer un débat qui sera essentiel pour nos pays. Et vous y accédez par le site web de Journée 2020 Infrastructure. Et une fois de plus, je remercie la ministre et Irène. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je félicite toute l'équipe de leur excellent travail. Merci beaucoup.